Les Indomptables, c'est aux éditions Nouvelle Cité. C'est un livre qui est fondé sur des témoignages. Qui avez-vous rencontré? Je viens de Vénarsal, Ouais. qui est un petit village de 450 habitants perché à peu près à 500 mètres au-dessus de Brive. Et nous avions là-haut 2 sections de résistants, donc Armée secrète et FTP, qui étaient dirigées par 2 de mes oncles. Donc voilà les principales sources. Alors l'armée secrète, c'est Michelet, bien entendu. Les FTP, c'était plutôt des communistes, hein, bien sûr. Mais bon, tout ça, c'était des oncles également. Et voilà mes sources. Voilà les sources. Alors, vous êtes également connu pour des écrits, un livre notamment sur la Chine. Donc, rien à voir avec Michelet. Alors, Michelet, on va s'y atteler. Hein. On a tous une idée plus ou moins claire de qui il était. Vous nous en avez dit 2 mots. C'est évidemment un résistant. On va préciser cette idée grâce à vous. D'abord, je voudrais tout de même vous entendre sur le choix que vous avez fait de nous le présenter en couple. Pourquoi ? Mais en couple, parce qu'en fait, Edmond Michelet, d'abord, n'est pas vraiment de la région. Il n'est ni de Brive, ni de Corrèze, ni du Lot. Il vient de Pau. Il se retrouve un peu par hasard appelé au 126e régiment d'infanterie de Brive. Il donne une pièce de théâtre avec des amis face à des jeunes filles de la région. Et c'est là qu'il rencontre la fille du médecin Vial, qui est un médecin très réputé dans la région. Les gens viennent jusqu'à 50 km, voire plus, pour se faire soigner par lui. Et c'est un notable connu qui va lui apporter ses réseaux. Edmond Michelet donc va démarrer une entreprise de courtage en produits d'épicerie, hein, donc ça va du savon jusqu'aux sardines par exemple, café, thé, etc., chicorée et autres. Et c'est grâce à son épouse qu'il va pouvoir démarrer son entreprise, grâce à ses contacts, au secrétaire, etc., grâce à la maison familiale, aux 2 maisons familiales d'ailleurs. Et donc le rôle de Marie est essentiel. Et pendant la résistance, Marie a animé un certain nombre de choses. Par exemple, lorsque les Allemands arrivent en zone libre le 11 novembre 1942, c'est Marie qui prend la tête de la manifestation de Brive avec Claude. Alors l'histoire nous dit elle avait le bébé entre les bras, c'est ce qu'a raconté la BBC l'année suivante, mais c'est pas tout à fait exact, puisque Claude Michelet m'a dit qu'en fait, d'abord il avait 4 ans et il était debout. Bon, elle était effectivement avec Claude Michelet et je crois 2 autres de ses enfants face à une colonne de blindés allemands, et elle a scandé la Marseillaise avec 6 ou 7 000 brivistes derrière elle. Donc, et elle chantera jusqu'au bout, hein, c'est ce que vous décrivez dans votre livre. Elle tient tête et chante face à un tank en plus de ça. Hein. Oui, et pas qu'un seul tank, puisqu'il y en avait une trentaine en plus. Il y avait une trentaine. Donc c'est quoi? C'est une femme forte qui tient une grande place dans la vie d'Edmond Michelet, hein. Ah oui, c'est un couple très amoureux, c'est un couple remarquable, l'amour est, tout le monde le fait, vous savez, elle anime énormément de choses. Les Michelet aiment beaucoup recevoir, donc ils font venir des gens comme Emmanuel Mounier, etc., des gens très connus à la maison. C'est elle qui très souvent d'ailleurs discute avec ces gens-là. Ils font des conférences, hein, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Voilà, Brive devient un patelin parfumé d'Athènes, une petite Athènes. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu l'Athènes, on dit l'Athènes du Limousin ou l'Athènes du Massif central. Alors que Paris, à cette époque-là, était un petit peu renfermé, et l'existentialisme chrétien, la capitale, en quelque sorte, de toutes ces conférences, etc., c'est Brive-la-Gaillarde. Alors, on peut parler un petit peu, si vous voulez, aussi de ça, parce que l'existentialisme, c'est une école qui date, en fait, de la fin du 19e siècle, mais qui a été, en France, développée par des gens comme Ricoeur, Mounier, etc. Vous connaissez un petit peu les 3 affirmations majeures de la pensée, c'est-à-dire que la première, c'est que l'univers est fondamentalement paradoxal. Le plus grand paradoxe, c'est l'union transcendante de Dieu et de l'humain en la personne du Christ. Deuxièmement, d'après l'existentialisme, on peut avoir une relation personnelle avec Dieu et ça dépasse toutes les morales, les structures sociales et autres. Et troisièmement, suivre les conventions sociales est essentiellement un choix esthétique personnel. Alors face à ça, ce que reconnaît Emmanuel Mounier, donc c'est le fondateur de la revue Esprit, qui a été financé au départ par le couple Michelet, notamment le couple Michelet. D'après Mounier, il y a 3 sphères de l'existence, l'esthétique, l'éthique et le religieux. Et Mounier explique que la plupart des gens vivent une vie esthétique, dans l'immédiat recherche du bonheur apparent. La deuxième sphère, c'est celle des gens qui vivent dans la sphère éthique, qui s'affirment en tant qu'individus responsables et font de leur mieux pour faire les bonnes choses et voient plus loin que les superficiels plaisirs de la société. Et la troisième et la plus élevée des sphères, c'est la sphère de la foi. Pour être dans la foi, il faut donner l'entièreté de soi-même. Le couple Michelet s'inscrit dans quelle sphère ? Alors, il s'inscrit dans la troisième, parce qu'ils sont tous les 2 très croyants, ils sont clairement dans la sphère la plus élevée, celle de la foi, mais Michelet reconnaît que dans les années 30, il y a eu une déchristianisation de la société, et l'idée de ramener les gens vers Dieu à travers la deuxième sphère, la sphère éthique, c'est le projet
d'esprit, d'Emmanuel Mounier, d'esprit et de tous ces gens-là. Un intellectuel, en fait. Hein. Vous nous l'avez décrit à la tête d'une épicerie, il faisait du courtage dans une épicerie. C'était également un intellectuel. Et puis, je vais reprendre tout de même le fil de son histoire, si vous voulez bien, Serge Bessanger. La guerre survient. À ce moment-là, Michelet s'engage dans la résistance. Vous dites une phrase étonnante dans son livre. Hein, la question pour lui n'est pas de savoir si on peut se permettre de résister, mais si on peut se permettre de ne pas résister. De ne pas résister, oui. C'est ça qui définit au mieux Edmond Michelet, son refus d'être passif. Parce que la plupart des gens de l'époque ont décidé de ne rien faire. Hein. Alors vous avez à peu près 90% des Français qui ne faisaient rien, et puis vous en avez pratiquement le quart ou le tiers qui m'ont même collaboré. C'est un choix assez rare. Dès le 17 juin 1940, donc c'est le premier appel à la résistance, 32 heures avant celui de Charles de Gaulle. Oui, il faut le noter, c'est un appel qui a été suivi notamment dans la Corrèze et le Lot, qui sont les deux départements qui ont été les plus résistants, on va dire, en termes d'action, parce que, alors certes, tous les Français aiment dire que c'est dans leur coin, chez eux, en Bretagne, au Vercors, etc., mais il y a eu des études qui ont été faites par des historiens américains et anglais, donc tout à fait impartiaux, qui nous disent que à peu près 40% des actes de résistance avant le débarquement ont eu lieu entre Lot, Corrèze, sud de la Haute-Vienne et Périgord, si vous voulez. Et c'était quoi l'appel de Brive? Qu'est-ce que c'était l'appel de Brive alors? Charles Péguy qui dit: autant il est permis, autant il est beau, autant il est profond de demander par la prière le couronnement de fortune, autant il est stupide de vouloir que le bon Dieu travaille à notre place et d'avoir le toupet de le lui demander. Demander la victoire et ne pas avoir envie de se battre, je trouve que c'est mal élevé. Donc c'est ça l'appel de Brive. C'est l'un des paragraphes principaux, mais je trouve que c'est un très bel appel. Et appel de Brive dont Edmond Michelet et Marie prennent la tête. Hein. Quel a été leur rôle après pendant la résistance, leur fait d'armes, si je puis m'exprimer ainsi? Les faits d'armes sont assez nombreux, mais ça commence d'abord avec des faits d'armes très simples. Michelet s'est rendu compte que sur les hauteurs de Brive, il y avait beaucoup de carrières d'ardoise, et donc l'une des idées, c'était de dire, bon, on va essayer de faire des dépôts de dynamite à droite et à gauche, puis pertus, etc. Et premier emploi de ces dépôts, ça a été de dynamiter les partisans de M. Doriot. Doriot, c'était le porte-parole du régime de Vichy. C'était quelqu'un qui était issu de l'extrême gauche, un nazi, voilà. Et donc la première action, ça a été dynamiter la maison du chef des doriotistes de Brive. Il n'y a pas eu de mort d'homme, hein, bien entendu. Mais Marie a joué un rôle également pendant la résistance. Hein. Elle a continué. Oui, elle savait tout, elle savait où se trouvaient les pains de plastique, elle savait comment s'en servir également. Et puis finalement, Edmond Michelet, je continue parce que malheureusement le temps nous presse, hein, Serge Bessanger, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Les Indomptables, un livre qui se situe vraiment sur la période de la Deuxième Guerre mondiale, période de la résistance. Il y a eu Dachau. Edmond Michelet se fait attraper et puis on lui joue un mauvais tour parce qu'on lui fait croire que finalement on va le libérer puis finalement on l'envoie à Dachau. Oui, et là c'est absolument terrible. C'est plus d'un an et demi de torture et de sévices. Alors, il décrit ça dans un autre livre qui s'appelle Rue de la Liberté, qui est un très beau livre sans aucune haine. Et moi j'en ai fait effectivement quelques chapitres. Ça a été extrêmement difficile, oui. Extrêmement difficile, il tient. Qu'est-ce qui le fait tenir? Dans votre livre, à un moment donné, on voit qu'il est affecté à un poste qui lui fait porter les réserves d'hostie. Il va créer un réseau eucharistique souterrain, on l'appelle Saint-Vincent de Paul. C'est la foi qui le fait tenir? Ah oui, c'est la foi. Sans la foi, il n'aurait jamais pu tenir. Les gens qui avaient la foi, c'est la foi et puis les lettres, plein de lettres que Marie lui écrit et que lui envoie. On va s'attarder un petit peu, si vous voulez bien, à ce Michelet, homme de foi, une foi que vous décrivez comme étant marialiste. Bon, dans le Sud-Ouest, on est tous un peu marialistes. On a tous davantage de représentation de la Vierge que du Christ. En tout cas, sur la région d'où je viens moi, les chemins de croix, on les appelle le chemin de Marie. Donc le Sud-Ouest a cette spécificité que nous partageons avec certaines régions du Liban, notamment, d'être ce qu'on appelle des marialistes. Alors, on va pas s'attarder dessus, mais il y a un procès en béatification en cours aujourd'hui pour reconnaître l'action d'Edmond Michelet en faveur des Juifs. Edmond Michelet, qui a un petit-fils qui est connu, puisque c'est l'évêque d'Autun, Monseigneur Benoît Rivière. Votre livre s'arrête à la fin de la guerre. On peut peut-être dire deux mots, parce que la grande carrière de Michelet ne s'arrête pas. Il aura une carrière
carrière politique, hein, c'est la poursuite de son engagement, de ce qui fait qu'il ne renonce jamais et qui lui doit ce nom d'indomptable. C'est la deuxième partie de sa carrière. Je n'ai pas écrit là-dessus parce que il me faudrait beaucoup plus de sources et honnêtement je ne les ai pas. Donc ce sera sans doute jamais fait. Mais il y a de très beaux livres de Monsieur Terre-Noire notamment et autres sur cette deuxième partie. C'est un parcours sans aucune erreur. Hein. Donc il devient effectivement ministre des Armées, ministre des Anciens Combattants, ministre de la Justice, etc. C'est l'un des principaux piliers de Charles de Gaulle. Et Marie s'entend très très bien avec Yvonne. Ce sont deux femmes chrétiennes provinciales qui ont les mêmes valeurs. Donc ils partagent des valeurs, ils sont très souvent ensemble le soir à dîner tous les quatre, Yvonne, Marie, Charles de Gaulle, Edmond Michelet. Edmond Michelet sera le pilier, j'ai envie de dire, oui, le pilier de Charles de Gaulle jusqu'à la fin. D'ailleurs il meurt à 3 semaines d'écart. Nous fêtons cette année le 50e anniversaire du décès de Charles de Gaulle et d'Edmond Michelet. Un dernier mot, Serge Bessanger, l'indomptable Michelet, il l'aurait vécu comment cette période de confinement ? Alors, il l'aurait vécu comme il a vécu Dachau, c'est-à-dire en priant avec beaucoup d'optimisme. Et nous autres, je pense que nous vivons plutôt bien cette période. Merci beaucoup. Ça s'appelle Les Indomptables, 272 pages à dévorer. C'est aux éditions Nouvelle Cité. Ça nous plonge vraiment dans cet univers. C'est une écriture un peu... Ça m'a fait penser à Syntaxe, votre livre. Hein. C'est aux éditions Nouvelle Cité. C'est une ode au Sud-Ouest. Et puis à noter également une série d'événements qui sont prévus pour célébrer cet appel du 17 juin, selon les possibilités que nous offre le moment un peu particulier que nous vivons. Merci beaucoup, Serge Bessanger. Les Indomptables, c'est aux éditions Nouvelle Cité.